Et l'invité de ce lundi 14 mai 2018, Patrice Gauthier, le président de la FPLS, la Fédération des professions libérales de santé. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Patrice Gauthier. Bonjour. Beaucoup sont au chevet du rhume, qu'il faut absolument sauver. Alors sans effet de style, c'est un grand malade. Est-ce qu'il existe un remède, des remèdes efficaces ? C'est exactement la question à laquelle le Congrès va devoir faire un exercice, exercer son savoir, trouver des solutions sur la base des propositions du gouvernement. Je veux quand même dire une chose avant tout, c'est que c'est aussi une réflexion auprès d'un grand malade qui dure depuis de nombreuses années maintenant. En 2011, quand la fédération est née, c'était une problématique avec beaucoup de propositions qui ont été faites à l'époque, qui n'ont pas été entendues. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve, si on écoute certains, face à une crise gravissime qui peut être génératrice d'un désordre social et sanitaire réel, si réellement le rhume ne pouvait plus payer les professionnels d'une part, et puis les victimes par conséquence, qui seraient les utilisateurs, donc les patients. Et c'est bien à eux qu'il faut penser en priorité. Une crise gravissime qui dure, vous l'avez dit, depuis plusieurs années. Le gouvernement a donc transmis au Congrès les mesures d'urgence. Ce sont des pistes qui vous paraissent efficaces, Patrice Gauthier ? Patrice, pardon. Oui. Je n'ai pas à me prononcer sur le document du gouvernement. D'abord parce qu'il regroupe le travail de beaucoup d'entités, dont les propositions de la CAFAT, des propositions des syndicats de salariés. Il y a également des propositions qui nous appartiennent, que l'on a pu glisser ou en tout cas faire comprendre à nos interlocuteurs au sein des ateliers d'Ocamo. Ah, mais vous dites que vous n'allez pas vous exprimer sur les propositions du gouvernement, mais on va quand même en parler un petit peu. Parce que, oui, bien sûr, on va en parler, mais ce que je veux dire maintenant, c'est au Congrès de se prononcer, et d'ailleurs, sur ce sujet particulier. Il est important maintenant de savoir comment le Congrès va décider. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une seule assemblée plénière va pouvoir trancher au sein de ces mesures sans une réflexion approfondie. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'une commission à délai extrêmement restreint, on peut bien le comprendre, puisse écouter et vraiment entendre ce qu'ont à dire les différents interlocuteurs, dont les professionnels de santé. Alors, il y a quand même trois grands objectifs dans ce qui est proposé. C'est de trouver des sources de revenus supplémentaires, de réduire les dépenses, et puis on parle également de réorganisation de la gestion de la CAFAT. Alors, en ce qui concerne les sources de revenus supplémentaires, taxer les hauts revenus en relevant d'un point le taux des cotisations sociales. Vous l'aviez proposé, vous en pensez quoi ? Non, on n'a pas proposé. C'est d'ailleurs un plan qui est extrêmement technique, qui concerne plus les organisations patronales et syndicales de salariés, parce que vous comprendrez que ces revenus, nous sommes professionnels de santé. On peut avoir un avis, puisqu'on participe à la CPME. Nous sommes la branche santé de la CPME, en tout cas la FPLS en est membre. Donc on a un avis là-dessus, mais c'est clair que le bon interlocuteur sur ce sujet particulier, ce seront les organisations patronales avec leurs partenaires, qui sont les partenaires sociaux et les syndicats. Alors la FPLS propose quoi pour retrouver ces revenus supplémentaires ? Alors la FPLS, je vous l'ai dit, déjà propose une démarche. Il faut quand même noter que nous sommes aujourd'hui, en l'état, une organisation qui pensons que le travail de fond et la négociation, en tout cas l'esprit qui a mené à la délibération d'Ocamo, reste jusqu'à maintenant la solution pour arriver à un équilibre. Parce que en fait, ce qu'on vise, c'est pas forcément les pures mesures d'urgence qui sont aujourd'hui proposées dans le rapport. On vise quand même un rétablissement de l'équilibre de notre système de santé, de son financement. Vous avez parlé de quelque chose de très important tout à l'heure. Vous êtes passé un peu vite, je trouve. C'est la partie restructuration, la restructuration de notre système de santé. C'est pas que la restructuration de la CAFAT. C'est très loin de ça. C'est surtout la restructuration complète de la gouvernance qui est autour de notre système. Il y a une mission EGAS qui est sur le territoire, que nous avons rencontrée, qui est porteuse de propositions que nous-mêmes nous portons et puis, depuis de nombreuses années, qui a su les formuler avec des termes beaucoup plus techniques. Et ça, par contre, c'est hyper important. Oui. Ça, c'est une vraie solution, même peut-être à court terme. Je vous rassure, Patrice Gauthier, je ne suis pas passé trop vite sur ce point-là. Je vous ai fait un procès d'attention. Mais je voulais absolument
absolument que l'on puisse s'arrêter un petit peu sur les revenus supplémentaires. Il y a aussi cette proposition d'augmenter d'un point de la CCS, la contribution calédonienne de solidarité. Pareil pour la TSS, la taxe de solidarité sur les services. On voit, il faut trouver des revenus supplémentaires. Là, c'est indispensable. Alors oui, bien sûr, mais vous aurez remarqué quand même que on ne sait, enfin, en tout cas nous, quand on a commencé les premières réunions au gouvernement en début d'année, la demande était de 5 milliards. C'est celle qui nous a été formulée dans les ateliers d'Occamo. Aujourd'hui, vous avez remarqué que nous ne sommes plus à 5 milliards, nous sommes à 10 milliards. On joue au milliard comme si on jouait avec des haricots autour d'une table de pseudo-poker. C'est un problème grave parce que nous avons toujours demandé la transparence réelle des besoins afin que chacun sache comment proportionner l'effort qu'on a à faire. L'effort qu'on a à faire, c'est pas seulement moi en tant que professionnel de santé, c'est réellement l'ensemble des Calédoniens autour de ça. Alors vous parliez de la CCS. La CCS, c'est l'impôt, si j'ose dire, qui est le plus équitable socialement parlant, puisqu'en fait tout le monde y participe. Si c'est un effort collectif, on peut penser, et encore une fois, dans les limites de mes compétences, on peut penser que c'est effectivement une des solutions. Attention, c'est une solution qui handicape aussi le pouvoir d'achat de tous les Calédoniens. 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, près de 4 milliards en tout cas, si jamais il y avait ce point de plus de la contribution calédonienne de solidarité. Autre objectif, réduire les dépenses. Comment aujourd'hui réduire les dépenses et comment la FPLS peut contribuer? Alors la FPLS contribue. Depuis de nombreuses années, je tiens vraiment à le signaler. C'est des milliers d'heures, je pense, depuis qu'on a commencé à raisonner là-dessus, des milliers d'heures de présence dans des groupes de travail, dans la constitution de dossiers, la rédaction de dossiers, parce qu'on n'a pas que des paroles, on a aussi des dossiers derrière nous. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, Agnès Buzyn, en métropole, pour une fois, on écoute la métropole, parce qu'on défend le fait qu'on peut trouver une solution locale qui peut aussi s'inspirer des systèmes qui sont autour de nous. Mais néanmoins, en métropole, Agnès Buzyn a souligné que 30% des actes qui étaient remboursés par la couverture sociale n'étaient pas forcément justifiés tous. Si vous rapportez ça aux 100 milliards pour la partie juste santé, vous imaginez qu'il y a quand même un certain réservoir. Donc ce que propose, en tout cas ce qu'on porte aujourd'hui, c'est de mettre en place toutes les mesures qui permettent de faire la chasse au gaspillage. C'est probablement la mesure la plus efficace sans toucher à ce qui est façade, rémunération a priori, etc. Alors concrètement, la chasse au gaspillage, c'est quoi? C'est déjà renforcement du contrôle médical. C'est un professionnel de santé qui vous le dit. Donc il va s'appliquer à nous-mêmes. C'est le libérer des contraintes d'entente préalable administrative qui ne sont pas forcément toujours utiles, qui pourraient être plus ciblées et qui permettent déjà de rapporter, en tout cas d'analyser les comportements et de les corriger. J'ajoute à ce point qu'il est hors de question de déclencher une chasse aux sorcières dans le système. Si ce système doit être mis en place, il doit être mis en place de façon consensuelle avec ce qu'on appelle l'avertissement. Vous voyez qu'en métropole, il y a le droit à l'erreur qui vient d'être souligné. Ce droit à l'erreur, il est très important. Il est important que ça se fasse de façon confraternelle et que la correction se fasse sur le long terme ou le moyen terme et pas la chasse à l'amende pour mauvais stationnement. Alors, faire participer le patient à l'achat de médicaments, c'est l'une des pistes évoquées par le gouvernement. C'est une des pistes évoquées par le gouvernement. Pour moi, là, cette notion-là nécessite absolument la présence d'un syndicat des pharmaciens qui est directement concerné là-dessus. Il faut en savoir l'efficacité. Je ne sais pas le mesurer, ce point. Ça fait partie des mesures du gouvernement. Pour nous, nous sommes plus positionnés au niveau des organisations. Je viens de vous dire chasse au gaspillage d'une façon générale, avec éventuellement les volumes financiers qui seraient adossés à ça. C'est des choses. On a participé à des ateliers l'année dernière d'Occamo. Eh bien, que ces ateliers qui ont quand même dégagé des pistes consensuelles soient appliqués. Vous avez dans la chasse au gaspillage dont vous parlez, est-ce qu'il y a les frais de déplacement des libéraux? Mais les frais de déplacement des libéraux. Alors, ça, c'est un point qui est quand même important. Il y a un tableau dans ce document que je ne vais pas critiquer parce que c'est un tableau de faits réels. On s'aperçoit qu'il peut y avoir des frais de déplacement qui sont à 200 francs ou à 650 francs. Je voudrais quand même que vous regardiez la facture d'un plombier ou n'importe qui se déplace chez vous
et vous verrez que lui, il facture au réel. Si vous comparez ces deux choses, vous allez franchement convenir avec moi que 200 francs pour déplacer un podologue, c'est franchement ridicule. Et donc il faut y toucher, il faut y toucher. Il y a un effort à faire. Moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. Et quand je dis je pense, c'est également la pensée des réflexions autour des ateliers. Il y a deux choses. Il y a la tarification et il y a le remboursement. La tarification, c'est normalement le prix du travail, enfin de la compétence que vous mobilisez. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a la part qui est remboursée, justifiée, pas justifiée, totale ou pas totale. Cette réflexion peut tout à fait être menée, c'est-à-dire qu'on peut revoir la partie remboursement tout en considérant que le professionnel doit être payé à son juste titre. Ça, c'est un point. Vous remarquerez quand même que les assurances font ça. Retirer dans le remboursement, mais augmenter d'un autre côté, c'est ce que vous demandez. Je ne vous ai pas dit augmenter parce que on n'est pas dans cette revendication, surtout dans un problème-là, encore que, je ne sais pas, est-ce qu'un podologue doit continuer à être rémunéré 200 francs quand il se déplace? On continue à en parler dans un instant, Patrice Gauthier, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des professionnels des professions libérales de santé. 5-8, à tout de suite. Thierry Belmont. Le RUAM, c'est un dossier complexe et urgent. On en parle ce matin. Le déficit atteindrait cette année 10 milliards. Il faudrait en tout cas financer 10 milliards cette année, selon le gouvernement. Et la dette cumulée du RUAM devrait atteindre les 25 milliards fin 2018. Vous avez rencontré le gouvernement, enfin les différents groupes politiques entre mars et avril, et vous vous demandez pourquoi, Patrice Gauthier, le budget de l'ASS, l'Agence sanitaire et sociale, a été réduit. Alors oui, c'était la première question. Quand on vous demande de faire un effort, on vous demande d'abord comment vous allez faire l'effort. C'est comme ça que ça a été présenté. La vraie question, et il faut revenir à l'enfance, c'est quand on vous demande un effort, il faut demander pourquoi. Et pour l'instant, l'explication qui est fournie, là, on ne va pas rentrer dans le détail du travail qui a été fait d'analyse de ces fonds, d'autant plus que cette analyse, elle a été fournie par exemple par Philippe Dunoyer quand il était en charge en 2017 de cette partie-là. On peut se demander, en tout cas aujourd'hui encore, pourquoi, dans un budget équivalent à l'Agence sanitaire et sociale, puisque les nouvelles taxes ont été consommées, notamment dans l'orientation des dépenses publiques pour l'hôpital. Pourquoi budget égal, effectivement, il y a moins 10 milliards pour la partie de la santé. Alors, on peut préciser que le budget de l'Agence sanitaire et sociale est ventilé entre le RUAM et la protection sociale. Et la protection sociale, quatre points de protection sociale, dont le principal est essentiellement le handicap. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, dans un système sanitaire et social, je crois autour de 230 milliards de dépenses, si on cumule les deux, l'effort est demandé aujourd'hui au secteur sanitaire, dans sa régulation, dans sa gouvernance, dans l'effort d'économie, etc. Il n'est pas demandé un plan de performance pour l'instant au plan social, sur le niveau social. Alors je sais que c'est quelque chose d'extrêmement touchy et chacun d'entre nous souhaite que les plus faibles soient protégés. Néanmoins, la gestion, comme pour le secteur santé, devrait être également interrogée pour savoir si elle est efficace. Et ce point-là, quand on manque de 10 milliards, eh bien, il faut regarder s'il n'y a pas, par exemple, aussi une chasse au gaspillage à faire à cet endroit-là pour être plus efficace et plus protecteur. Oui, vous l'avez précisé en première partie. La taxation sur l'alcool et le tabac aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette taxation? Tout ça, ça reste flou pour vous? Non. La taxation, on sait que pour l'alcool, elle va produire autour de 4,5 milliards. Pour le tabac, le renforcement des taxes, c'est un peu plus de... Enfin, c'est 1,7 milliard, je crois, autour de ça, dont 600 000 qui vont aux provinces, 600 millions ou 500 millions qui vont aux provinces. Enfin, voilà, on est en train encore de jouer avec des sommes énormes. En tout cas, les 4,5 milliards s'en vont sur le financement de l'hôpital. D'ailleurs, le reste, globalement, repart sur les provinces ou l'hôpital. Donc, on est obligé de constater aujourd'hui que ces fonds supplémentaires ont été envoyés strictement pour garantir les financements publics. Dans le cadre actuel qui se passe, nous avons une clinique en difficulté financière et un hôpital qui sera en difficulté financière. Force est de constater que les nouvelles taxes ont été orientées exclusivement au profit du public. Oui. L'Inspection générale des affaires sociales prépare donc ce rapport sur le RUAM. Les conclusions seront probablement présentées demain au Congrès. Les inspecteurs avaient donné leurs premières impressions quand même en février dernier. Ils avaient parlé de réorganisation, province, gouvernement, Congrès, agence
l'agence sanitaire et sociale, pouvoir de décision dispersé. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? C'est notre demande depuis des années. On a une demande principale et primordiale qui est faite depuis le départ, qui s'appelle un observatoire de la santé. La revendication principale des professions de santé, et qui devrait être d'ailleurs la revendication principale de tout le monde, c'est la clarté et la clarification de ce qu'on nous annonce. C'est-à-dire qu'il y ait des chiffres qui soient indiscutables et partagés. On était en train de discuter du déficit du RUAM, on est en train de discuter d'un déficit de trésorerie de 10 milliards. Tous ces points-là... Ça veut dire que les sources de financement de la CAFAT... En tout cas, les sources de connaissances... sont trop dispersées. Les sources de connaissances ne sont jamais suffisamment claires. Le travail qu'on a fait là sur les ventilations des taxes de l'agence sanitaire et sociale démontre que l'on cherche à comprendre le pourquoi, que l'on ne le comprend pas. Et pourquoi on ne le comprend pas? Parce que c'est pas partagé, on va pas aux mêmes sources. Les interlocuteurs que nous avons peuvent nous donner des informations qui sont des fois contradictoires et qui des fois exploitent les mêmes chiffres avec des conclusions totalement différentes. Donc le vrai problème, l'Observatoire de la santé que l'on a demandé depuis 2011, c'est un effort de clarification, d'observation du style haute autorité de la concurrence. Eh bien, si on avait une agence de régulation avec un pôle observation indépendant des interlocuteurs qui nous fournirait à tous les mêmes chiffres avec des droits d'interrogation variables en fonction de notre position, eh bien franchement ça clarifierait beaucoup le débat. Bruno Rouvière. Et quand vous posez la question à vos interlocuteurs politiques, à savoir pourquoi les taxes sur le tabac, sur l'alcool n'ont pas été dirigées pour combler le trou du REAM, qu'est-ce qu'on vous répond? Eh bien on nous répond des choses qui sont très simples, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le degré de compétence nécessaire pour le comprendre. Nous sommes un peu des enfants à qui on n'explique pas tout. Bon, c'est très complexe. Il y a quand même des deals politiques qui sont autour de ça, dont on ne peut pas tenir compte, nous, dans nos raisonnements. On est quand même autour d'un bar avec un verre de rouge, à échanger des choses. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. On s'est investi beaucoup plus que ça. Mais quand on n'a pas tout, les forces d'influence, les enjeux financiers, je veux quand même remarquer une chose, c'est que le budget de la santé s'inscrit quand même dans un budget général et un PIB qui est de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi est-ce qu'on raisonne alors qu'on est au bord d'une crise réellement forte, type polynésienne, au moment de l'ouverture de leur centre médical? On est à peu près sur le même schéma aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'interroger l'ensemble des fonds et de voir quels sont les arbitrages qui pourraient être faits au niveau de la santé, même si ces arbitrages doivent être faits immédiatement et que la mise en place du plan d'Ocamo, c'est ça que je veux dire principalement. Mettons en place le plan d'Ocamo. C'est notre seule chance aujourd'hui. Tout le monde le reconnaît, y compris les experts qui viennent sur le territoire. Donc ce plan d'Ocamo, il est structurant. On a un effort à faire, le temps qu'il soit productif. Les efforts structurels, eh ben, c'est ça le temps de mise en place. Il y a des efforts financiers temporaires qui peuvent nécessiter des arbitrages. Et s'ils ne sont pas suffisants, eh ben, faisons appel à l'emprunt temporaire parce qu'il a un sens. C'est pour mettre en place une nouvelle structure de dépenses, une nouvelle maîtrise des dépenses. Eh bien, les mesures, plutôt que de provoquer un séisme au sein des professions de santé, au sein de la population calédonienne, prenons les financements éventuellement externes ou l'appel au financement externe pour pouvoir amortir cette situation, mais lançons immédiatement les mesures structurelles. Vous dites deux choses importantes quand même. On rappelle tout d'abord aux auditeurs qu'ils ont 2 minutes maintenant pour nous appeler si jamais ils veulent vous interroger au 258-258. Il faut parler du plan d'Ocamo. On ne s'appuie pas suffisamment sur les propositions qui ont été faites sur ce plan. Il faut saluer quand même le travail de l'équipe d'Ocamo. Ils sont 5. C'est un travail de fond. On attend qu'il fasse une révolution en un claquement de doigts, ce qui est strictement impossible si on veut bien revenir à la difficulté d'un système complexe comme notre organisation. d'Ocamo, depuis que la délibération a été prise, il y a une équipe au travail. Alors oui, elle pourrait travailler plus vite. Oui, les freins et les oppositions sont très fortes. Pour que d'Ocamo ne se mette pas en place. On l'avait signalé dans une communiqué. Où Quel frein? Mais il y a des freins. On est en train de remettre en cause la gouvernance. Il y a un frein, il y a une résistance au changement qui n'échappera à personne. Il suffit que vous soyez dans une entreprise et qu'une entreprise veuille modifier son organisation pour que l'ensemble des gens qui travaillent dans cette entreprise aient une méfiance, des craintes, et ces craintes se manifestent des fois par des mouvements violents. Eh bien, on est exactement dans le même contexte ici. Et forcément, il y a des gens qui sont dans leur organisation, dont nous-mêmes,
professionnels de santé et qui ont des craintes sur la façon dont ça va s'organiser. Il faut le comprendre, les décrire complètement, c'est quasiment impossible. En revanche, il y a une conclusion qu'il faut faire, il faut réellement qu'on s'engage là-dedans. Le Congrès, nous attendons aujourd'hui du Congrès, qui lance à côté des mesures d'urgence, mais en même temps, les mesures structurelles nécessaires, dont une réflexion d'ailleurs sur les modalités de financement de la dotation globale. On est en tout financement de l'hospitalisation publique dans le cadre d'une dotation globale. En métropole, ils sont à 70% dans une tarification à l'activité. Ils savent que c'est aussi une limite. Eh bien, trouvons les moyens termes, mais il faut aussi lancer cette réflexion. Oui, une réflexion qui va prendre du temps. Oui. On le rappelle, Patrice Gauthier, merci d'être venu ce matin à notre micro. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des professions libérales de... Co-président, Fédération des professions libérales de santé. Merci. Merci, monsieur Gauthier.